Bonjour tout le monde et bienvenue. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais dis donc, toutes ces images-là, qu'est-ce que c'est? Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live récapitulatif de Fastlane. Et oui, surprise, on fait ça à midi. D'habitude, vous savez, le PPV, c'est dans le courant de l'après-midi parce que je regarde le live soit le matin qui suit... le PPV soit le matin qui suit le soir, la nuit où il a lieu, soit je le regarde en temps réel. En l'occurrence, je l'ai regardé en temps réel et à 7h30... mon corps m'a dit que j'avais suffisamment dormi. C'est bon, j'avais plus besoin de dormir. Donc j'ai 3h30 de sommeil dans les pattes. Mais du coup, j'ai pu préparer le live et du coup, on peut le faire à midi. Donc, c'est chouette. Voilà, tout le monde est, tout le monde est gagnant. Qu'est-ce que j'ai pensé du show dans sa globalité? Excusez-moi, c'est un petit peu de bruit de stylo, voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé du show dans sa globalité? Deux excellents matchs. Et puis le reste. Globalement, ça a été ça. Globalement, ça n'a pas été un show très... Ça n'a pas été un show très PPV. Il y a 3 matchs qui m'ont vraiment donné la sensation d'être des matchs de PPV. Les 5 autres, beaucoup moins. Beaucoup moins. J'ai vraiment l'impression de regarder un épisode de SmackDown ou de Raw. Mais on va y aller dans l'ordre si vous le voulez bien, en commençant comme d'habitude. Je suis désolé, ma connexion est catastrophique. En commençant par le kick-off. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le kick-off? Il y avait notre tristesse à toutes et à tous. Mustafa Ali contre Riddle. Merci beaucoup pour ça. Je crois que c'est un son de host, sauf erreur de ma part. Faudrait que je change ces alertes là. Bon, c'est pas grave. J'ai écrit Mustafa Ali maîtrise l'essentiel du match. Comme souvent, il engueule Rétribution, sa faction, pendant que... Je vais vous montrer Rétribution. Hop là. Il engueule Rétribution pendant le match en leur disant voilà, c'est comme ça qu'on fait, vous arrêtez pas de perdre, et ben regardez quelqu'un gagner, regardez comment je suis bon. Effectivement, il a été bon pendant la plupart du match. Le match était d'ailleurs très... Le gros problème du match, c'est qu'on l'a déjà vu 2 fois, Mustafa Ali contre Riddle, on l'a eu à Raw cette semaine, et on l'avait déjà eu à Raw la semaine dernière. Donc, voilà, le match était bon, mais il n'était pas très différent des autres matchs qu'ils ont eu. C'est-à-dire, oui, c'était bien. Au bout d'un moment, raconte-nous quelque chose d'autre, quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont raconté quelque chose d'autre. Donc, évidemment, Riddle bat Mustafa Ali avec un Broderek du haut de la deuxième corde. Donc Rétribution, ils sont un peu dépités en mode ouais, tu voulais nous montrer que tu gagnes, mais finalement t'as perdu quand même. Ils montent sur le ring, ils essayent d'aider Mustafa Ali à se relever, et là, sans aucune raison, Mustafa Ali les engueule encore en leur disant oh, cette faute là, c'est de votre fait, c'est votre faute à vous, c'est pas moi qui ai perdu, c'est cette défaite. Cette défaite, c'est votre faute, cette défaite est de votre fait. Reckoning, la première, prend ombrage de ce comportement de Mustafa Ali et quitte le ring en lui faisant bien comprendre que c'est bon, elle a plus rien à voir à faire avec lui. Slapjack suit ensuite Reckoning en sortant du ring, puis Mace et T-Bar font un double chokeslam sur Mustafa Ali. C'est donc la fin de Rétribution. Bon. Il y avait beaucoup de potentiel. Ils ont rien exploité. Tant pis. C'est moins. Voilà. Je trouve que c'est moins. C'est vraiment ça. Il s'est pas passé grand chose. Et puis en plus, c'est dommage, quoi. Et puis, Riddle Trottinette est toujours champion. Bon. Écoutez, c'est la vie. Ensuite, alors, ça n'a pas bien commencé, hein, Fastlane. J'ai dit qu'il y avait 2 très bons matchs. Les 3 matchs qui faisaient pay-per-view. C'est les 3 derniers matchs. Donc, la première moitié du show a été très difficile à encaisser. Donc Bianca Belair et Sasha Banks sont aspirantes numéro 1 au titre par équipe féminin, et pourquoi pas. Au début du match, les 2 équipes s'engueulent au sein de l'équipe, ce qui est très... ce qui donne très envie de regarder le match, parce que tu vois 2 équipes dysfonctionnelles essayer de fonctionner. Le match en lui-même est... en fait, le match en lui-même, tu le suis pas vraiment, parce que tu attends le moment où Reginald va intervenir. Tout tourne autour de lui. Reginald, c'est le
le point de focalisation de... c'est Reginald qui fait la pluie et le beau temps dans cette division et dans cette rivalité, dans tout ce merdier. Donc, voilà, t'attends. En attendant, elles font des... Voilà, le match est bien, Bianca Belair est génial, Shayna Baszler est très bien, voilà, t'attends. Ça ne manque pas, Reginald distrait l'arbitre pendant la tombée de Bianca Belair sans faire de ma part. Sasha Banks essaye de l'attaquer, mais c'est Bianca Belair qui réussit à lui mettre un coup d'avant-bras dans la face. Ensuite, plus tard dans le match, Sasha Banks porte un Banks Statement, sa prise de soumission sur Shayna Baszler. Nia Jax essaye d'intervenir pour empêcher, pour rompre la prise, mais Bianca Belair s'interpose, mais Nia Jax pousse Bianca Belair qui tombe sur Sasha Banks, et du coup Sasha Banks engueule Bianca Belair parce que Sasha Banks est con comme une bite. Enfin moi je vois pas d'autre explication, c'est-à-dire que Sasha Banks a clairement vu que Nia Jax allait intervenir, elle a clairement vu que Bianca Belair s'est interposée, elle a clairement vu que c'est un accident. Mais non, après Sasha Banks dit à Bianca Belair « Oh, j'allais gagner, elle était sur le point d'abandonner, tu m'as fait perdre, tu m'as fait rompre la prise, espèce de rookie, t'es nul. » Et Baszler gagne avec un roll-up. Et après le match, Sasha Banks et Bianca Belair s'engueulent. Sasha Banks met une claque à Bianca Belair, ce qui établit clairement que pour ce qui concerne leur rivalité pour WrestleMania, Sasha Banks est la heel de l'histoire. Peut-être que c'est un heel turn complet de Sasha Banks, je sais pas. En ce qui me concerne, son personnage est heel de toute façon. Voilà. Donc j'ai mis un D à ce match-là. C'était vraiment... J'aurais mis la même note si ça avait eu lieu à Raw et à SmackDown. Techniquement, si j'étais un peu plus carré dans ma notation, j'aurais mis un D-. Parce que là, en plus, c'est en pay-per-view. En plus, ça va nulle part. Mais là, c'est conclusif. C'était déjà conclusif la dernière fois, mais là, c'est... Voilà, c'est... Bon, ça c'est fini. On passe à la suite, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, on va passer à la suite. Si ça vous dérange pas, parce que franchement, j'ai pas grand-chose à dire de plus, quoi. C'est... Reginald a pratiquement pas été un facteur, alors que jusque-là, ça a été le facteur déterminant pour tout. Là, il a fait une petite distraction qui a mené à rien, donc c'est... Bref, mal raconté. Ensuite, Shane McMahon... J'ai pas noté ce segment-là, du coup, je vous ai mis un petit emoji. Shane McMahon a fait style et avait un problème de jambe. Alors, ce qui s'est passé avec le match, parce que du coup, il y avait un suspense. Est-ce qu'il va avoir lieu ce match ou pas? Shane McMahon contre Braun Strowman. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les pronostics, ils ont annoncé le match mardi, ils ont annulé le match mercredi, ils ont ils ont redit que le match allait avoir lieu vendredi soir, mais il n'était pas sur le site de la WWE.com, il n'était pas, bref, le match donnait l'impression qu'il n'allait pas avoir lieu, qu'ils avaient juste oublié de virer la promotion de ce match. Et pendant le kick-off, ils confirment que le match aura lieu. Et le match n'a pas lieu. Donc, l'histoire complètement pétée du cul qui raconte, c'est que Shane McMahon prétend s'être blessé à l'entraînement. Il dit « Aïe, 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 mon genou, j'ai tellement mal !» Sur le chemin, il croise Elias qui lui dit qu'il aimerait bien faire un concert à WrestleMania. Shane McMahon lui dit que c'est pas le moment, mais il lui dit qu'il a peut-être une idée pour lui. Voilà. Bon, ensuite... Ouais, je vous ai fait des badges de fidélité, je le dis parce que j'y pense, je vous ai fait des badges de fidélité pour les abonnements d'une durée de 3 mois et d'une durée de 6 mois. Donc on est couvert sur une certaine période. Très très fan des badges que je vous ai fait. Biggie contre Apollo Crews. Donc jusque là on est d'accord que on passe pas une bonne soirée. On passait pas une bonne soirée. Ben, on est resté... J'étais tellement hypé pour ce match, j'avais tellement envie de voir ce match. Et il commençait tellement bien. J'ai pris plein de notes au début parce que j'étais à fond, quoi. Au début du match, évidemment, ils commencent à se jeter l'un sur l'autre, voilà, très brutalement, parce que c'est une rivalité très sanguine, ils veulent y aller, quoi. Biggie domine largement pendant le début du match. Il engueule Apollo Crews en lui disant que c'est lui qui a voulu ça, que c'est lui qui a déclenché ça sur lui. Enfin voilà, Biggie domine.
Apollo Crews réussit à revenir. Et il fait plein de prises super cool. Il fait un frog splash. Il fait plusieurs, je crois que c'était plusieurs belly to belly overhead suplex avec un spine buster absolument incroyable. Il fait un standing moonsault. Enfin, voilà. Apollo Crews montre ce qu'il sait faire. Jusque là, on a eu Biggie montre ce qu'il sait faire. Apollo Crews montre ce qu'il sait faire. Et là, tu te dis ouais. Allez-y, ayez ce match. Et là, le match c'est terminé. Et c'est terminé. Mais alors. Là, tel que vous voyez Biggie, l'arbitre derrière est en train de compter le tombé pour Biggie, en faveur de Biggie. Ces épaules-là sont au sol. Ces épaules-là sont clairement au sol. Je crois que c'est un botch. Je suis même à peu près sûr que c'est un botch. Qu'il ne s'est pas se passer ce qu'il voulait qu'il se passe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Apollo Crews a tenté un roll-up et normalement, Biggie aurait dû contrer le roll-up en faisant lui-même un roll-up et du coup, l'arbitre aurait compté... mais l'exécution a été telle que l'arbitre a du coup compté le roll-up d'Apollo Crews sur Biggie, s'est arrêté à 2 alors que eux n'ont pas bougé et a recommencé à compter alors que eux n'avaient pas bougé, mais cette fois-ci en faveur de Biggie. Ils ont complètement merdé ce qui s'est passé. Je pense pas que ce soit de la faute de l'arbitre. Je pense que Biggie s'est mal réajusté. Parce qu'ensuite, on voit Biggie tenter un peu maladroitement de faire un pont en faisant... là, vous voyez les jambes de Biggie, il les ramène sur le sol. Enfin voilà quoi. Il se déplie pour mettre les jambes... il fait un pont quoi. Donc D+, parce que j'ai été tellement dégoûté. J'étais hypé pour ce match, à fond, j'avais vraiment envie de voir ce match. Je me doutais qu'on aurait un deuxième match à WrestleMania, mais je pensais que ce match-là serait exceptionnel et que le match de WrestleMania serait encore meilleur. Bah non, ce match-là était une sinistre daube et le match de WrestleMania sera bon, avec un peu de chance. Voilà, donc D+. D parce que caca, plus parce que le peu qu'on a vu, c'était vraiment très bien. Je crois que c'est le premier match d'Apollo Crews depuis qu'il a son nouveau personnage de royauté nigériane. Il me semble que c'est le premier. La seule note que j'ai prise là, c'est le titre 24/7, virgule, de la merde. D. Voilà. Je vous décris un peu ce qui se passe. Un catcheur que j'aime beaucoup, je crois qu'on l'a vu qu'une seule fois à NXT, il s'appelle Eric Bugenhagen. Et j'aime beaucoup son personnage. Son personnage, c'est que c'est une espèce de gars qui fait de l'air guitare et de l'air batterie, habillé comme un cliché des années fin des années 70, on va dire ça comme ça. Bref, j'aime beaucoup son personnage. Là, il jouait le personnage de Joseph Average, donc Joseph Moyen en français. Joseph Moyen qui vend des parfums Old Spice, le sponsor de Fastlane. Drew Gulak arrive et lui achète un échantillon. Enfin, lui achète un truc d'Old Spice. Ensuite, Akira Tozawa arrive et demande à Joseph où est R-Truth. On voit R-Truth soulever une partie du stand de Old Spice. On voit juste sa tête, voilà, genre... je me sens tellement insulté dans mon intelligence quand je regarde ce genre de merde, bordel. Joseph Average essaye de convaincre Tozawa d'acheter de l'Old Spice. Je passe beaucoup trop de temps dessus. On voit la main, c'est ce que vous voyez là. On voit la main d'R-Truth sortir du stand pour être devant Akira Tozawa avec le truc d'Old Spice. Akira Tozawa prend le bras, le secoue, il y a tout qui tombe, il y a Joseph Average qui fait « Oh non, tout est tombé !» Il se roule par terre, mais du coup, vu que tout le monde est tombé, Joseph Average finit sur R-Truth et l'arbitre ninja fait le tomber. Et Joseph Average est le nouveau champion 24/7. Ça pourrait ne pas être juste une immense perte de temps, mais qu'est-ce qui se passe après? R-Truth refait le tomber sur Joseph Average et R-Truth redevient champion 24/7. J'ai même pas envie de m'énerver. J'ai même pas envie d'y consacrer autant d'énergie que ça. On arrive sur le ring où on voit que Elias est sur le point de faire un concert. Et en fait, ce que Shane McMahon lui a dit, c'est que il allait pouvoir faire une répétition pour WrestleMania, du coup. Sauf qu'il lui dit au dernier moment, en fait, tu vas me remplacer dans mon match contre Braun Strowman. Donc on a un match
Braun Strowman contre Elias. Là, pareil, je n'ai pris que 2 notes. Riker est là, il aide un peu, pas beaucoup. Strowman tue Elias. D. Parce que j'ai pas... Pourquoi? Je veux dire, Strowman, il a croisé Shane McMahon en arrivant. Pourquoi Strowman n'a pas défoncé Shane McMahon? Pourquoi Elias a accepté le match? Pourquoi... J'ai hésité à mettre un D+, parce que je me suis dit, on voit Strowman massacrer quelqu'un, c'est un peu rigolo. Mais non, c'est pas rigolo, c'est triste. c'est triste, parce que ça nous rappelle que Braun Strowman, il y a 2 ans, c'était le feu, Braun Strowman. Donc non, c'était à chier, c'était mal raconté. En plus, ils ont fait la pub d'un match qu'ils avaient jamais l'intention de donner, donc c'est pas bien à plein de niveaux. À ce moment-là de la soirée, je me suis dit, bordel de merde, donnez-nous un bon match, là, parce que j'ai pas envie de faire un live où je râle tout le temps, par pitié. Ensuite, on passe, mais mauvais timing, ensuite on passe à Riddle, sur sa putain de trottinette, qui croise Shinsuke Nakamura. Il lui souhaite bonne chance pour son match ce soir contre Seth Rollins, et il essaye de lui vendre une idée de trottinette avec une crinière, pour que ça fasse comme un cheval. Et ensuite, on zoome sur la tête de Riddle pendant qu'ils sont en train de parler comme ça, et tu sens l'hilarité venir, parce que Riddle est en train de parler à Shinsuke Nakamura, mais en s'adressant là, je me demande bien ce qui va se passer. Il dézoome, Nakamura n'est plus là, il a été saoulé par Riddle. C'est moins, bordel de merde. Ensuite, on arrive au truc bien. J'essaie de passer vite sur les trucs que j'ai pas aimés, rassurez-vous. Je sais que c'est pas très agréable quand je râle comme ça, donc je... Mais vraiment, le début du show a été très éprouvant. Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura. Alors là, on va pas être d'accord avec certains d'entre vous, j'imagine, parce que j'ai lu à plusieurs reprises que ce match avait été vraiment très bien. J'ai trouvé ce match... C'est peut-être parce que j'étais fatigué par le début du show. Et j'ai trouvé ce match moyen, quoi. J'ai trouvé ce match... il pourrait avoir le même match à SmackDown sans aucun problème. J'ai ressenti... ça m'a fait du bien de revoir Shinsuke Nakamura dans un match, parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on l'a plus revu. Mais je me suis rendu compte que pour moi, Shinsuke Nakamura, il était vraiment ancré dans le mid-card, quoi. Il n'y a aucune raison d'être très enthousiaste de voir Shinsuke Nakamura. Et ça m'a rendu un peu triste. Même si ça m'a fait du bien de le revoir, je me suis dit... Quand il a affronté Jay Styles, j'étais tellement... en 2019, j'étais tellement à fond derrière Nakamura. Parce que moi, je ne l'ai pas connu à NXT. Je me suis intéressé à NXT une fois qu'il était déjà parti. Bref. Si, il y a eu un truc bien dans ce match. Seth Rollins a utilisé un coup de pied qui était assez chouette. C'était un coup de pied, effectivement, en 2018, pardon. Là, tel que vous le voyez, il a couru depuis les cordes qui étaient à droite. Il a arrêté son pied, le haut de son pied sur la jambe de Nakamura, et il a fait un coup de pied retourné avec son autre pied sur la tête de Nakamura. C'est un coup de pied assez inventif, un peu chouette. Mais bon, la vraie rivalité, elle est entre Seth Rollins et Cesaro, donc c'est vraiment un match qui aurait pu avoir lieu à SmackDown, comme filler pour la rivalité Seth Rollins contre Cesaro. Donc jusque-là, le show, j'avais peur. J'avais peur de devoir être négatif tout du long pendant le live. Et là, j'ai hésité à lui mettre un A quand le match est terminé. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis parti sur un A+. Drew McIntyre contre Sheamus. Et alors déjà, Drew McIntyre arrive avec de la peinture de guerre sur le visage. Alors évidemment, ça évoque Braveheart, mais c'est les couleurs du drapeau de l'Écosse, donc c'est de la peinture de guerre. C'est littéralement de la peinture de guerre. Et au début du match, il a les larmes aux yeux parce qu'il n'a pas envie d'affronter Sheamus. C'est son meilleur ami, il n'a pas envie de l'affronter, il a envie de... Il a envie il a peut-être envie de faire la paix avec lui, on sait pas, mais on sait un truc, c'est qu'il a pas envie de... Il a pas envie de se battre contre lui. Le match est incroyablement physique. C'est-à-dire que c'est un no holds barred match, donc ça veut dire que tous les coups sont permis. Ils se sont mis des coups de kendo stick dans le dos. Sheamus, il avait des traces rouges, il saignait du dos avec des coups de bâton dedans.
très vite dans le match, ils sont allés à l'extérieur et ils commençaient à se faire des prises à l'extérieur, là où c'est pas rembourré, quoi, là où c'est du, je sais pas si c'est du béton ou quoi, mais c'est pas étudié pour que des catcheurs tombent dessus, quoi. C'est pas étudié pour que ça fasse pas trop mal. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la narration du match faisait très symétrique. C'est-à-dire que d'abord Sheamus a asséné des coups de kendo stick à Drew McIntyre jusqu'à ce que Drew McIntyre ait du mal à se relever. Puis c'est McIntyre qui a fait ça plus tard dans le match. Au début du match, McIntyre a jeté Sheamus. Ouais, McIntyre a jeté Sheamus dans les escaliers aux abords du ring. Puis c'est Sheamus qui a jeté McIntyre dans les escaliers aux abords du ring. Tout était très symétrique pour vraiment nous donner cette impression que Sheamus et McIntyre sont à peu près au même niveau. Ils se valent. Et en plus, ils se connaissent très bien. Et en plus, ils sont frères, c'est-à-dire qu'ils se battent de la même façon. Et j'ai trouvé ça... j'ai trouvé la narration du match vraiment excellente. J'ai écrit « Ils vont dans le public, le dos de Sheamus est douloureux à regarder ». Effectivement, quelqu'un en parle dans le chat. Il y a eu une vidéo avant le match pour hyper le match. Et elle était vraiment brillante. Ils ont récupéré des images d'archives de Drew McIntyre et de Sheamus qui datent d'il y a plusieurs années. Et vu qu'ils sont amis depuis 20 ans, ils ont montré l'évolution de leurs deux trajectoires, leur amitié et la fin de leur amitié. Et pareil, ils parlaient tous les deux, ils utilisaient les mêmes mots. Ils disaient, tout le thème de la vidéo, c'était « Beaucoup de choses peuvent changer en 20 ans ». Et ils disaient ce qu'ils avaient perdu, ils disaient leur raison de s'en vouloir, ils disaient leur raison de... Ils hypaient le match, mais ils hypaient très très bien le match. Je vais vous parler des deux gros spots du match. Alors, l'un des gros spots du match, c'est quand ils sont allés dans le Thunderdome, parmi les écrans géants qui remplacent le public pendant la Covid. À la base, c'est Sheamus qui voulait faire ça. Sheamus a pris Drew McIntyre sur ses épaules et allait lancer Drew McIntyre un étage plus bas. Je me suis dit, faut pas faire ça, parce que là, il n'y a rien pour amortir la chute, ça va faire très très mal. McIntyre est descendu et il a jeté Sheamus à travers les écrans. Il y a eu des petites étincelles et tout, pour histoire de me dire, waouh, mon dieu, problème technique. Enfin, c'était vraiment très très cool. Et c'était des vrais écrans. Parce qu'on voyait après qu'il y avait... il y avait des gars il y avait des écrans qui fonctionnaient encore, qui étaient un peu décalés, quoi. Un peu, il était rentré dedans. Donc, je pense qu'il a vraiment jeté Sheamus à travers deux écrans qui étaient probablement un peu dévissés, qui étaient probablement un peu moins. Mais bon, c'était un spot vraiment très cool, vraiment très impressionnant. Mais Sheamus le lui a rendu plus tard, quand ils sont revenus aux abords du ring. Sheamus a réussi à mettre un brogue kick à Drew McIntyre à l'extérieur du ring, donc il pouvait pas faire le tombé parce que le tombé doit se faire à l'intérieur du ring. Mais il a enchaîné son brogue kick. J'ai écrit, il lui met un brogue kick avec l'énergie du désespoir, parce que à ce niveau-là du match, Sheamus était mort. Et il a réussi à lui mettre un white noise de la barricade, de la barrière de sécurité, à travers la table des commentateurs. Très 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 physique ce match. Donc évidemment la table des commentateurs explose. Sheamus prend un morceau de la table, il la met dans le ring et c'est ce qui provoquera sa perte parce que McIntyre, qui répondait pratiquement plus à ce moment-là, McIntyre réussit à lui mettre un Future Shock DDT, donc son ancienne prise de finition, sur le morceau de table des commentateurs. Et quand Sheamus réussit à se relever, il lui porte un Claymore pour remporter le match. À ce moment-là du match, j'hésitais à mettre un A ou un A+. Je me disais, c'est pas tout à fait un A+, parce que il n'y a pas eu d'escalade, quoi. Il y a eu une escalade, mais on finit pas sur le point culminant. Et ça, c'est un vrai problème. La fin était pas assez... les fins des autres matchs qu'on a eu à Raw étaient sensiblement meilleures que cette fin-là. Là, c'est vraiment... Drew McIntyre a gagné, il n'y a pas photo. Et les gros spots étaient avant. Les gros spots, c'était pas la fin, c'était passer à travers les écrans et white noise à travers la table des commentateurs. Là, la fin, c'était vraiment une fin de match. Une fin de très bon match, mais juste une fin de match. Donc, je n'avais pas envie de lui mettre un A+, jusqu'à ce que on filme en gros plan le visage de Drew McIntyre. Allez, prends-toi à plus, voilà, c'est tout ce que tu mérites. Il est dévasté d'avoir battu Sheamus. Et je m'en veux beaucoup de pas réussir à lire sur les lèvres, parce qu'il dit un truc à l'arbitre
alors que Sheamus est à terre. Et après, il va sur le coin, il va pour faire sa moquerie où il fait juste comme ça, il le fait beaucoup, c'est beaucoup plus impressionnant quand c'est lui qui le fait. Mais il essaye de le faire, il a mal au dos, du coup il descend du coin et il s'énerve lui-même, il fait et puis il remonte sur le ring, il remonte sur le coin, il fait son truc. Tu sens l'énergie de Drew McIntyre, l'énergie du désespoir, la colère, la tristesse, toutes les émotions de son personnage sont là et j'adore ce mec. Champion. Lui, champion. Pitié. J'aime bien Bobby Lashley, mais ça n'a rien à voir. Lui, je le veux champion. Complètement. Je suis à fond derrière Drew McIntyre. Il est génial. Il est génial. Donc, du coup, voilà. Voilà. On est sur du A+. Largement. Pas largement. On est sur du A+, limite A. Mais je mets pas, je retire pas le plus à une tête comme ça. Ah là là là, qu'est-ce qu'il est bon. Alors ensuite, on a eu un segment qui va diviser les gens. Qui va fatalement diviser les gens. Alexa Bliss contre Randy Orton. Donc moi, vous voyez quelle note je lui ai mis. C'est un C+. La raison pour laquelle c'est un C+, ça a été un match extrêmement difficile à noter parce que c'était pas un match. Et je vais vous en parler dans le détail. Vous allez voir, je vais vous expliquer ma note. Au début du match, donc, Orton crache de l'encre, parce que, bon, on va écouter, hein, pourquoi pas. Ça fait partie du folklore du truc, donc voilà. Là, c'est au début du match, pourquoi pas. Ensuite, j'ai écrit, au lieu d'envoyer la nouvelle musique d'Alexa Bliss, que j'aime vraiment beaucoup, ils envoient une nouvelle musique, qui est l'ancienne version, avec ensuite une version avec des moments ralentis du générique du Firefly Funhouse. Confinement, quelle région pourrait rejoindre les 16 départements reconfinés? On ne sait pas, on le saura. Au moment où Randy Orton va charger Alexa Bliss, elle génère un mur de flammes. Mon problème, c'est que mon problème avec tous ces trucs-là, c'est que à chaque fois, la production est super maladroite. À chaque fois, ben, je vais vous dire ce que j'allais dire. À chaque fois, je vois le truc. Tu sais, comme quand on voit un magicien, un prestidigitateur. Si tu vois le truc, ça marche pas. Si tu vois le truc, ça fait très ringard, ça fait très naze. Si tu vois pas le truc, c'est absolument génial, mais si tu le vois, c'est nul. Et là, il y avait tellement de... Ce plan-là, c'était cadré super bizarrement, parce que la caméra était dans le ring, Randy Orton arrivait sur nous, genre c'était la vue subjective d'Alexa Bliss, je sais pas, et le mur de flamme apparaît comme ça, tu te dis, ouais d'accord, ok, ils ont foutu les effets pyrotechniques dans le ring, en même temps qu'ils ont foutu la caméra dans le ring. En tant que spectateur, moi je peux pas ne pas penser à ça. Je peux pas ne pas penser. C'est exactement comme la première apparition de Matt Hardy à AEW. Ils ont fait le truc où ils se téléportent et c'est la façon de se téléporter. C'était des cuts où un coup il était là, un coup il était là, un coup il était là. Et toi tu te dis, non pitié quoi, pitié. J'avais des cours de cinéma au collège et ça ressemblait à ça quoi. Pitié. Bah là voilà pareil, le mur de feu il fonctionne pas pour ça. Ensuite, non, faut que je parle de ça. Alexa Bliss a vraiment super bien vendu le match. Je crois que j'ai une image où on... Parce qu'après, Alexa Bliss court autour du ring, marche autour du ring pendant que Randy Orton la suit, et elle lui fait mine de... Essaye de m'attraper. Et Alexa Bliss a vraiment très très bien son nouveau personnage. Elle joue très très bien son nouveau personnage. Et c'est frustrant, parce que Randy Orton n'est pas mauvais, Alexa Bliss est très bonne, c'est vraiment... Et l'histoire est pas mal. Bien racontée, elle serait même bien. Mais la production et la façon dont il la raconte, c'est-à-dire la structure, quoi, si vous voulez, du scénario, gâche tout. Mais gâche vraiment tout. Parce que je peux pas rentrer dedans... J'ai vraiment l'impression d'assister à un spectacle de marionnettes où on voit le bras poilu du marionnettiste. Ah, bonjour les enfants! Allez, ferme ta gueule. Je sais pas pourquoi j'ai précisé que le bras du marionnettiste était poilu. Si, parce que c'est ça. Bon, je sais pas. Ensuite, ouais. Alors, Alexa Bliss a également des pouvoirs télékinétiques, parce que à un moment donné, des projecteurs tombent du plafond. Alors, pourquoi je guillemette le plafond? D'une part, ils ont essayé un truc à la Carrie au bal du diable, c'est-à-dire que Alexa Bliss a regardé en l'air et puis ensuite elle a fait comme ça.
Et là, les projecteurs sont tombés juste devant Randy Orton. Et ça marche absolument pas parce que tu sens presque les projecteurs qui étaient tenus juste à la limite du bord cadre et qui tombent là. C'est genre... Oh non! Il est tombé du toit! Non, il est tombé de là. Arrête. Me prends pas pour un con, s'il te plaît. Parce que les projecteurs qui tombent du toit, ils s'éclatent par terre. Là, ils sont tombés. Et en plus, là, le jeu d'Alexa Bliss fonctionnait pas. Il aurait vraiment juste fallu un truc plus subtil, qu'elle regarde juste en l'air. À ce moment-là, Randy Orton réflexe regarde en l'air. Et là, il se jette en arrière. Et là, le truc tombe. Et là, tu te dis, waouh, il vient juste de l'éviter. Heureusement qu'il vient juste de l'éviter. Orton lui dit, est-ce que tu essayes de me tuer? D'après toi, tête de con. Ensuite, Alexa Bliss fait un Hadouken, donc lui lance une boule de feu. J'ai pas de photo pour ça, c'est dommage. Par contre, les commentateurs vendent ça en disant je crois pas qu'Alexa Bliss a réussi à porter toute sa boule de feu. Il y a un autre commentateur qui fait ouais, je sais pas, peut-être que Randy Orton a réussi à la bloquer d'une certaine façon. Les gars, ils commentent ça comme si c'était normal. Ça fonctionne pas. Il y a rien qui marche. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. À ce moment-là, une main sort du ring et attrape la cheville de Randy Orton. Et vous l'avez deviné, d'abord, un énorme jet de flamme sort de sous le ring. Et de la fumée jaillit The Fiend dans son nouveau costume, qui est extrêmement cool. J'ai deux vibes là. J'ai une vibe Child's Play, donc Chucky à la fin de Child's Play quand il est passé dans la cheminée, et j'ai une vibe Jason Voorhees avec les yeux asymétriques, tout ça. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment vraiment cool. J'aime beaucoup son nouveau masque, j'aime beaucoup son nouveau look. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire revenir maintenant? J'ai un peu peur de ce qu'on aura de maintenant à WrestleMania. J'ai un peu peur qu'il meuble n'importe comment. On verra. J'attends avec impatience le Firefly Funhouse match. Qui aura immanquablement contre... Oui, pardon, je vous raconte la fin du match. Comment Alexa Bliss pousse Randy Orton qui en revient pas, quoi, qui est devant qui a vu un fantôme, littéralement. Pousse Randy Orton dans les bras de Bray Wyatt, donc de The Fiend. The Fiend lui fait un Sister Abigail, et Alexa Bliss fait le tomber de la façon la plus sexuelle possible. Et l'arbitre, qui avait disparu pendant tout le match, qui n'a pas compté la disqualification quand Bray Wyatt a fait une prise sur Randy Orton. Bref, l'arbitre compte 3 et redisparaît. Donc, on est sur quelque chose qui devrait marcher. Il y a beaucoup de bonnes idées, beaucoup d'inventivité, cassée par l'espèce de paresse de production de la WWE. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que tu sens qu'il n'y a pas eu de paresse dans la conception du costume du Fiend, par exemple. Là, tu sens qu'il y a eu un effort de fait, tu sens qu'il y a eu quelqu'un qui voulait faire quelque chose de vraiment génial. Mais derrière les projecteurs qui tombent, derrière le montage, amateur, quoi, le montage amateur de la WWE, il y a pas de... Il y a une volonté de faire le taf et puis ça ira, quoi. Et ça gâche tout. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait énormément de potentiel. Si pour vous, le montage n'est pas un problème, si pour vous, la production n'est pas un problème, et vous avez envie de... Vous ressentez plus un B, voire un A, franchement, si la production ne vous pose pas de problème, je comprends que vous ayez envie de mettre un A à ce genre de segment. Mais en ce qui me concerne, ça a vraiment été le truc principal du match. Avec... la réapparition du Fiend, évidemment, dans son costume. Dans son nouveau costume qui est vraiment, vraiment cool. Je vois que vous êtes 286. Est-ce qu'on va réussir à atteindre les 300? Parce que la dernière fois, vous m'avez dit qu'on avait atteint 300. Ça compte que si je le vois. S'il y a écrit 300 ici. Là. Donc vraiment, il faut qu'on soit 320 ou 330. Voilà. Je compte sur vous. Partagez le live.
on va parler du main event, ça va être sympa. Parce que le main event, c'était Daniel Bryan contre Roman Reigns avec Edge comme Special Guest Enforcer, c'est-à-dire qu'il est aux abords du ring et s'assure que le match est arbitré de façon adéquate. Deux choses concernant le match en lui-même avant qu'on parle juste de la fin du match. Merci beaucoup LKC98 d'avoir offert un abonnement à la communauté, c'est vraiment swag de ta part. D'une part, Daniel Bryan est un catcheur incroyable dans le sens où il peut me faire croire n'importe quoi. Avant le match, j'étais sûr et certain que Roman Reigns allait gagner. Pendant le match, j'ai douté. J'ai douté pendant tout le long. Parce que Daniel Bryan avait l'air beaucoup plus en confiance que Roman Reigns. Daniel Bryan souriait pendant presque tout le match. Moi je sais ce que je fais, toi tu sais pas ce que tu fais parce que toi tu me sous-estimes et tu devrais pas me sous-estimer. L'histoire du match c'était Roman Reigns est beaucoup plus fort, mais Daniel Bryan, non seulement il est plus rapide, mais en plus il a la technique avec lui. Ce que Daniel Bryan voulait, c'était faire abandonner Roman Reigns. Donc il allait fragiliser ses membres, il allait lui mettre des coups de pied dans les cuisses, lui mettre des coups de pied dans les bras, essayer de fragiliser ses membres pour pouvoir, quand il portera sa prise de soumission, faire abandonner Roman Reigns. Et l'autre truc que j'ai remarqué dans ce match, c'est que Roman Reigns est également un excellent catcheur. Comment dirais-je, c'est pas habile le mot que je cherche, c'est il meuble le ring, de la même façon qu'un bon comédien meuble la scène. Pourquoi c'est habile le mot qui me vient? Habite, voilà. Il habite le ring. Quand il est là, il a une présence qui... il va très lentement, il parle, il murmure, mais il y a que lui. Il y a que lui sur le ring. C'est vraiment une star, quoi, Roman Reigns. Il y a pas photo, et c'est vraiment un excellent catcheur. Ce personnage-là fonctionne, mais infiniment mieux que son personnage de Babyface. C'est incroyable. C'est incroyable qu'il y avait ce potentiel dans Roman Reigns depuis le début, et qu'ils ont jamais vraiment su comment l'exploiter. Enfin, ils ont jamais vraiment. Jusqu'à l'année dernière. Il y avait un spot que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que Roman Reigns a essayé de porter un Boston Crab sur Daniel Bryan, parce que il s'est dit, moi, je vais te faire abandonner. Bon, il n'a pas réussi. Et globalement c'était assez équilibré parce qu'à chaque fois que Roman Reigns réussissait à revenir dans le match en mettant une prise de puissance quoi, sur Daniel Bryan, et c'est la force des deux en fait, c'est la force de Daniel Bryan et de Roman Reigns, ils ont une endurance de dingue. C'est-à-dire que Roman Reigns peut encaisser les soumissions de Daniel Bryan, mais Daniel Bryan peut encaisser la puissance de Roman Reigns sans problème, il peut le faire. J'ai trouvé le corps du match vraiment cool. Et là-dessus arrive la fin. Daniel Bryan porte inadvertemment, j'ai dormi 3 heures cette nuit, porte par inadvertance un coup de genou à l'arbitre. C'est pas l'arbitre qui visait, il visait Roman Reigns. Et là je vais lire mes notes parce que sinon je vais me perdre. Ensuite, après ça, Reigns réussit à porter un spear sur Daniel Bryan. Il me semble que j'ai une photo. Oui. Donc, Roman Reigns réussit à porter un spear sur Daniel Bryan, mais évidemment, il n'y a plus d'arbitre. Mais il y a quelqu'un dont c'est le boulot de s'assurer que le match est correctement arbitré. Donc, Edge rentre sur le ring, fait le tomber. Daniel Bryan s'en sort à 2. Daniel Bryan résiste au premier spear de Roman Reigns. Très, très cool. Roman Reigns s'énerve, s'en prend un peu à Edge. Edge lui dit, je suis juste là pour faire mon taf, toi t'es là pour faire le tien. Concentre-toi sur ton taf, je me concentre sur le mien. Roman Reigns frappe Daniel Bryan. Bryan réussit à bloquer un de ses coups dans une prise d'étranglement en triangle. Reigns réussit à relever Daniel Bryan, mais Daniel Bryan transitionne ça, je sais pas comment, c'est Daniel Bryan, il a des pouvoirs magiques, en Yes Lock, donc la prise de soumission de Daniel Bryan. Et à ce moment-là, le Yes Lock dure hyper longtemps, mais à ce moment-là, Jey Uso intervient et colle un super kick à Edge, qui était en train de s'adresser à Roman Reigns pour lui demander s'il a abandonné. Jey Uso met un super kick à Edge et met un super kick à Daniel Bryan. Ensuite, Jey Uso va chercher une chaise à l'extérieur du ring, mais en rentrant sur le ring, il se prend un running knee de Daniel Bryan. Chouette! Donc Daniel Bryan qui revient. Daniel Bryan qui récupère la chaise, frappe Jey Uso avec la chaise,
et se demande s'il peut frapper Roman Reigns avec la chaise, parce que Edge est plus en état d'arbitrer le match, et l'arbitre est mort. Donc, Daniel Bryan pèse le pour et le contre, et décide de mettre un coup de chaise à Roman Reigns. Reigns l'évite, et Daniel Bryan frappe, j'ai une photo, Daniel Bryan frappe Edge. Ah là là, ah là 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 là, la pétouille. Roman Reigns porte ensuite un Superman Punch sur Daniel Bryan. Oui, il arrive, il esquive pas. Ensuite, il tente un spear, mais Daniel Bryan réussit à le bloquer dans le Yes Lock. Il transitionne le spear vers un Yes Lock comme il a fait à Elimination Chamber. Et on voit Roman Reigns abandonner. C'est la première fois que Roman Reigns abandonne dans un match. Mais il n'y a pas d'arbitre pour le voir, donc ça ne compte pas. Roman Reigns le vend tellement bien. T'as vraiment l'impression qu'il douille, qu'il est au bord de l'évanouissement, et il abandonne vraiment du bout des doigts parce qu'il a plus d'énergie, quoi. Il peut pas faire ça. Il fait... il le vend vraiment très très bien. Roman Reigns est excellent. Donc non seulement il n'y a pas d'arbitre pour voir que Roman Reigns abandonne, mais en plus Edge en a plein le cul de jouer l'arbitre. Donc Edge prend la chaise qui était encore sur le ring et met un grand coup dans le dos de Daniel Bryan, un deuxième grand coup dans le dos de Roman Reigns, un troisième grand coup dans le dos de Daniel Bryan, et il jette la chaise et il est tout rouge, il est très colère. Ah là là, vous avez énervé Edge. Je vois pas comment on se dirige pas vers un triple menace à WrestleMania à partir de là. Daniel Bryan vient de battre Roman Reigns. Daniel Bryan doit être dans le match de championnat à WrestleMania. Et Edge commence enfin à devenir intéressant. La raison pour laquelle on est sur un A et pas sur un A+, alors un autre arbitre arrive, Reigns réussit à ramper jusqu'au corps de Daniel Bryan pour le couvrir pour le compte de 3. La raison pour laquelle on n'est pas sur un A+, c'est que j'aurais préféré qu'il y ait une dimension où Edge avait prévu le truc. Parce que là, Edge était très impulsif, c'est-à-dire qu'il s'est pris un coup de chaise, il a décidé qu'il en avait plein le cul, il les a défoncés tous les deux. J'aurais préféré que ce soit une décision de Edge, que ce soit un truc calculé de sa part. Parce que là, on est sur... Edge, si vous voulez, son personnage, c'est l'opportuniste ultime. Donc, j'aurais préféré que ce soit un plan machiavélique depuis le début. Là, c'est vraiment juste, il a été saoulé. C'est intéressant aussi, et le match était vraiment exceptionnel. Mais... il y a cette petite dimension de caractérisation de personnage qui me pose problème. Mais on a vu Roman Reigns abandonner pour la première fois. Daniel Bryan est énormément protégé. Tout est très bien, quoi. Tout a très bien fonctionné. Et avant ça, le match, même s'il n'y avait pas eu la fin qui était un peu overbookée, même s'il n'y avait pas eu cette fin-là, le match aurait été exceptionnel. Donc on est sur un très très bon match, et je suis très content de finir mon bilan sur une note très positive. Les questions, hop, et voilà, et c'est parti. Alors, à partir de maintenant, on ne prend plus les messages mis en avant, ça ne sert à rien de mettre vos messages en avant, à partir de maintenant, ils ne seront pas pris en compte. Garance PS me dit bonjour Link. C'est Links avec un S. Bonjour à toi. J'ai pas vu l'intégralité du show, j'ai vu le kick-off en live et j'étais tellement triste pour Ali et pour Rétribution, Smiley qui pleure des larmes de sel. J'ai quand même été regarder les résultats et j'ai peur de rattraper ce show ce soir. Sur ce, bonne journée et bon appétit à ceux qui mangent devant le live. Bande de vénards. Tu peux regarder les 3 derniers matchs. Ils sont bons. Donc moi je serais toi, je regarderai les 3 derniers matchs. JC Croft dit bonjour Links, comment vas-tu? Je te trouve mauvaise langue. On voit bien que Shane McMahon se blesse réellement à l'entraînement. Non mais c'est quelqu'un qui donne énormément de sa personne, Shane McMahon. Bien sûr, je dis que ça se voit qu'il fait semblant, c'était de l'ironie. Bien sûr que Shane McMahon s'est vraiment blessé. Ça fait partie des risques finalement d'être Shane McMahon, d'être le meilleur catcheur du monde. Et donc ils ont dû trouver une solution de dernière minute. J'espère que Shane sera rétabli pour WrestleMania et battre ce stupide Express. Oh, t'imagines si on rate Braun Strowman contre Shane McMahon à WrestleMania? Autant annuler WrestleMania, j'ai envie de dire. Schlop FR me dit salut Nix, j'espère que ça va. J'envoie le message maintenant car je regarderai la rediff. Je suis en train de regarder Fastlane et pour l'instant je suis très mitigé. Oui, ça m'étonne pas si t'étais au milieu du truc, oui. Et Lidolo Gomez me dit bon, j'ai pas soif. Me dit bonjour Nix, est-ce que tu te portes aussi bien que l'état de Rétribution? Si tu veux m'inviter à aller me faire voir, vas-y, smiley facétieux. Si tu veux me faire mal, n'hésite pas. Un peu perplexe après ce Fastlane. Le main event m'a laissé une grosse sensation de un quoi. Le film de je sais même pas quoi en penser, tellement c'était oh, le costume est cool. La défaite de Naka n'existe pas. Bah si, Nakamura, non seulement il a perdu, mais il a perdu parce qu'il n'a aucune importance. Et au final, la seule chose qu'a réussi ce pay-per-view, c'est faire avancer certaines rivalités, mais pas dans la bonne direction. Mais bref, bonne journée. Écoute,
c'est ton opinion, et ton opinion a beaucoup de valeur pour certaines personnes, surtout toi. Ça se voulait positif comme message, c'est pas je me fous de ton opinion, c'est chacun son opinion. Et la tienne vaut autant que la mienne. Deathly Dark Fox dit salutations Lynx, j'espère que tu vas bien, il faut arrêter les victoires par roll-up, ça gâche tout et c'est beaucoup trop utilisé, j'en ai marre, voilà, c'est dit. Bon, c'est pratique, mais faudrait pas le faire en PPV, quoi. Faudrait pas le faire en PPV, parce que c'est effectivement en PPV, on s'attend à ce qu'il y ait un vainqueur décisif. Bloxy me dit salut Lynx, je suis... Moi, t'as pas envie de fermer ta gueule? Moi. Viens, moi. Ah, c'est pas moi, c'est Mimi. Mimi! Bloxy me dit salut Lynx, je ne suis pas d'accord avec toi. Franchement, ce show était super. Bah écoute, tant mieux pour toi, je préférerais être à ta place. Raw est la meilleure émission et ce... Allons-y. Raw est la meilleure émission et ce show était un gros et long Raw, de quoi nous rendre le sourire. Et pour Shane, il ne savait pas qu'il n'allait finalement pas catcher. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas... Voilà, ils ont fait la pub du match parce que ils s'attendaient à ce que le match ait lieu. C'est pour ça qu'ils l'ont annoncé dans le kick-off. Blague à part, ce show était nul. Je suis pas d'accord. Il était moitié nul. J'ai détesté le match par équipe féminin et je pense que la meilleure décision aurait été de mettre le titre à NXT et pas d'en faire un autre. 100% d'accord sur ce dernier point. Ensuite, Brazegali 222 me dit Hello Lynx, moi qui parlais hier du retour de The Fiend, j'ai été surpris de le voir revenir si tôt, surtout après le build qu'il s'efforce de faire depuis plusieurs mois. J'attendais ça pour WrestleMania comme toi, mais quand ils ont annoncé le match Bliss-Orton, j'étais sûr qu'ils feraient revenir The Fiend à ce moment-là, autrement je n'aurais pas vu l'intérêt de ce match à part plus de meublage, donc en soi je suis content que The Fiend soit revenu, je le trouve terrifiant avec son nouveau masque Smiley, Smiley qui a peur. Bah oui. Tout ce que tu dis, oui, effectivement. J'ai pas grand chose à dire, t'as dit tout ce que t'avais à dire, et puis moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire aussi. Robbie Kenway me dit hello Lynx, comment vas-tu bien? Oui. Penses-tu que la paix est possible entre Drew et Sheamus? Penses-tu que la rivalité est finie? La rivalité est finie, non. La paix est possible, oui. Je pense que c'est possible, et je pense même que ce serait bien qu'ils aillent vers là. Qu'ils aillent vers un vrai face turn de Sheamus. Je trouverais ça vraiment cool. VLN me dit salutations monsieur grosse étoile un peu chaude, comment vas-tu? C'est vrai que je suis un peu chaud. Comment peut s'expliquer que tout ce que Shane a touché après sa rivalité avec The Miz se soit transformé en merde? C'est parce que Shane vit dans l'illusion qu'il a encore 20 ans, je crois. Ses storylines ont zéro sens, il est très mauvais acteur et son unique qualité est son goût du risque. En l'occurrence, j'aime bien Strowman, j'adore Elias, mais pourtant l'ombre du fiston McMahon planait tellement sur le match que j'ai pas pu le regarder. Bonne journée à toi. Je suis partiellement d'accord, j'ai pu regarder le match, mais effectivement, Shane McMahon ça a beaucoup de choses qui fonctionnent pas. John Simon me dit Rétribution, la fin d'une ère heure. On est astucieux. Si on analyse la situation de manière exagérée, on notera que Rétribution s'est séparée avec une histoire, plutôt que de disparaître du jour au lendemain façon WWE. Je suis assez d'accord. Et Mustafa Ali avait commencé à nous montrer sa nouvelle gimmick à la sauce Captain America avant. C'est vrai aussi. Bilan, le retour de Dijakovic en solo, peut-être, mais Ayim aussi. Ali, direction mid-card avec ce qui ressemble à un push. Sur le papier, ça s'annonce bien, tous ces plans-là. Non, à plus, et merci pour les lives. J'aimerais beaucoup partager ton optimisme, mais je crois que déjà, il y en a 2, je dirais, sur les 4 dont on va plus entendre parler. T'as un gros bourrage de poils, là, toi, faut que je te brosse. Et je pense que Miaim va intégrer la division féminine d'Euro. Je pense que peut-être Dijak va... J'attends de voir. J'ai pas beaucoup de raisons d'être optimiste. Swifty me dit salut Lynx, ça va bien après ce show fantastique? Je ne pense pas que McIntyre a besoin d'être dans la course au titre à WrestleMania, mais malheureusement j'ai peur que son match contre Sheamus soit la fin de la rivalité. Je sais pas. J'aurais préféré ce match à WrestleMania entre Sheamus et McIntyre avec un public en délire qui récupère le titre plus tard, et un match à WrestleMania entre Lashley et Lesnar, face turn de Lashley, ou Lashley contre Keith Lee, avec Keith Lee bien construit avant évidemment. Quel est ton avis? On est sur des putain de poils d'hiver. On est sur de la construction de plusieurs de catcheurs qui sont de toute façon excellents. Donc si on admet que le booking est bon, si on admet que avec un bon booking, si tu veux, toutes ces histoires peuvent fonctionner, absolument toutes. Donc voilà, je dirais que tout ce que tu dis là, ça donne envie sur le papier, oui. Agreux 666 me dit salut Lynx, est-ce qu'on pourrait pas considérer que c'est une bonne chose cette fin de présence majeure d'Alexa Bliss dans cette rivalité? Elle va commencer à développer une rivalité avec une championne féminin, avec une bonne championne féminin. Pas confondre du coup avec les championnes masculins. Non, parce que maintenant le personnage d'Alexa Bliss c'est ça, elle est liée au Fiend, donc ça, elle va pas s'arrêter là, elle peut pas s'arrêter là. Donc non, je suis pas sûr que ce soit une si bonne chose que ça.
Mystery Man 59, tu me défonces la cuisse avec tes griffes en cul. Petit chat. Mystery Man 59, bonjour Link, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Personnellement, après l'arrivée de The Fiend, je me suis dit, mais oui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer d'alper le match de façon sûre? Bah, faire revenir The Fiend, j'ai trouvé ça dommage, mais logique dans un sens, même si le style du costume était cool. Bonne journée à toi et vivement demain pour le live de Raw. Merci, et c'est ton opinion. KJBJVK 13800 me dit, salut Link, Links avec un S, j'espère que tout roule. Oui, même ce petit chat qui roule, regardez-le, regardez comme il est mignon, il roule. J'ai aimé dans ce PPV, outre certains matchs, c'est la fraîcheur des promos d'avant-match. Par exemple, celle entre Roman et Bryan, celle entre Apollo et Biggie, mais surtout celle de Drew et Sheamus, qui est vraiment une merveille, je suis d'accord. Donc voici mes deux questions. Penses-tu qu'on aura des promos aussi géniales à WrestleMania 37? C'est tout à fait possible. S'il y a un truc que la WWE fait systématiquement très bien, c'est les vidéos d'avant-match, en PPV. Et si tu devais choisir une promo, tu préférerais la promo Drew Sheamus ou Shawn Undertaker? Merci à toi. Faudrait que je revoie la promo Shawn Undertaker. Parce que je ne l'ai pas, elle n'est pas fraîche dans ma tête, donc je ne sais plus, je sais plus comment elle est. Je l'ai vue, mais je me rappelle plus de ce que j'ai ressenti quand je l'ai vue. Cyprien 1903 me dit salut Nix, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Penses-tu que le Bray Wyatt normal aura lui aussi un changement de personnage, ou bien qu'il va revenir animer la Firefly Funhouse comme si de rien n'était? J'adorerais ça. J'adorerais que Bray Wyatt... oh, bah dis donc, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, parce que j'ai mon ami qui a brûlé. Je trouve ça très très cool qu'il ait pas de changement de personnage du tout. Mais bon, peut-être qu'il en aura un et que ça sera cool aussi. J'attends de voir. Je fais confiance à Bray Wyatt. Dizinodis me dit bonjour Lynx, j'espère que tu vas bien. Personnellement, le match que j'ai adoré, c'est Daniel Bryan contre Roman Reigns, et j'aimerais savoir, selon toi, est-ce qu'on a assisté à un turn de Edge? Non, je pense pas. Je pense qu'ils sont tous... Ils sont tous très motivés pour avoir la ceinture. Du coup, ils sont tous très agressifs. Maintenant, je pense que le plus babyface dans le trio, c'est Daniel Bryan. Et comment est-ce qu'ils vont faire pour que Bryan soit toujours dans le match à WrestleMania? Bah, l'argument, il est tout trouvé. Daniel Bryan vient de battre Roman Reigns. Il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas un match de championnat où l'arbitre, cette fois-ci, fait vraiment son taf. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi dans ce build-up de match, même si avec la WWE on n'est jamais à l'abri, parce que franchement je meurs d'envie de voir ce match. Bonne continuation, merci beaucoup, et je pense qu'on peut être relativement rassuré à ce niveau-là, parce que c'est du côté de SmackDown, et qu'à SmackDown ils écrivent mieux leurs histoires, je ne sais pas pourquoi. Le Najem me dit, salut Lynx, comment tu vas-tu? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu penses que le Fiend va prendre avec lui Orton, comme il l'a fait avec Alexa, et commencer à se construire une faction? Ce serait vraiment une idée qui ne me plairait pas. Sinon merci pour ce que tu fais, mes études ne me permettent pas de regarder le catch, et tes lives sont un bon moyen de rester investi, smiley facétieux. Tant mieux, force sur tes études et bon courage à toi, et merci pour ton message. Ah oui, Barano Kishi me dit bonjour Lynx, j'ai rejoint ton groupe Discord de smiley facétieux. Bienvenue. J'ai vu Fastlane en live et j'ai trouvé le PPV dans l'ensemble mieux ce qu'en quoi je m'attendais, sauf le début. Ali a tout perdu, Sacha et Bianca se disputent pour pas grand chose, et la fin de match était plutôt brouillon, mais résultat évident. J'étais bien content que Shane soit blessé à la jambe car ça retirait un match stupide, mais celui contre Elias était un massacre. Smiley qui... ouvre grand la bouche alors qu'il fume une cigarette en plissant les yeux. Biggie conserve, mais je suis déçu par la fin du match. Enfin, Roman quiet. J'ai pas la fin de ton message. Oui, bah écoute, ok. C'est ton opinion. JC Croft, je suis d'accord avec la plupart des trucs que tu dis. JC Croft me dit, pour moi, Reigns n'abandonne pas, il tombe dans les pommes. Il a abandonné. Il a abandonné. Crucialement, il a abandonné. Ça fait partie de l'histoire. Léon B11 me dit salut Lynx, pour ma part je trouve que le costume du Fiend fait un peu cheap et son masque ressemble un peu à Gothmog dans le Seigneur des Anneaux. L'Urukai, un Urukai, j'ai pas, le nom me parle pas. Et concernant le finish du main event, je trouve ça plutôt bien de voir Roman Reigns tapoter, ça fait un finish bien controversé qui lui permet de dire mais non, j'ai pas abandonné, je tremblotais juste. En plus, il a quand même pas mal de mérite, il a douillé dans le Yes Lock pendant une éternité avant d'abandonner, donc il reste quand même fort. Je suis entièrement d'accord. C'est le Général Orc du 3, me fait-on remarquer dans le chat. Blurry Face me dit bonjour Lynx, j'espère que tu vas bien, ça va bien, merci. J'ai trouvé ce PPV tellement moyen que j'étais très confus. J'ai trouvé le retour du film très cool et son costume génial, cette rivalité est intéressante, mais je ne sais pas comment orienter ce Firefly Funhouse match pour le différencier. Il n'y a pas besoin de le différencier beaucoup, Orton et Cena ont des carrières différentes, ils vont appliquer la même formule à des carrières différentes et ça va être génial. S'ils peuvent faire pareil avec Triple H, par exemple, ça va être fantastique. S'ils peuvent faire pareil avec Undertaker, ça va être merveilleux. Je te souhaite une bonne fin de journée et espère que ça va s'améliorer. Hashtag Team Tableau. Oui, bah écoute, bonne journée à toi aussi. La Gaffe 42 me dit le match de Drew et Sheamus, j'ai des poils dans le visage.
Mais c'est ta barbe, Alexis. Non, j'ai des poils sur le visage. Rentre dans les candidats du match de l'année pour vous? Non. Non, pas pour moi. Il était très très bon. Mais les 4 matchs que j'ai en tête pour match de l'année pour l'instant sont au-dessus. Robbie Canway me dit Re-Hello Lynx, au moment de parler du match Elias Braun Strowman. Le truc qui descend un peu ce match-là, c'est... je l'ai déjà vu 2 fois à Raw. Et forcément, ça... Re-Hello Lynx, au moment de parler du match Elias Braun Strowman, tu disais pourquoi elle a accepté. Je pense que Sean lui a pas laissé le choix en mode bah c'est moi le chef. Oui, mais alors c'est facile de se raconter l'histoire qu'on veut, quoi. Shane lui a pas dit sur le coup ah au fait tu me remplaces et c'est un ordre. Tu vois, il aurait suffi de rajouter ça et je me serais dit bon bah Elias a pas le choix, Elias a pas le choix. Que là il a vraiment juste dit ah au fait tu me remplaces et puis il s'est barré. Elias aurait pu dire nope. Mais non, il l'a pas fait. Ensuite, vos messages concernant le catch en général. Drew Wes me dit bonjour Lynx, j'espère que tout se passe bien pour toi. Beaucoup de gens pensent que Raw n'a rien de prévu pour Rhea Ripley et qu'ils font juste monter la hype pour rien, sauf erreur de ma part, je crois que tu es de cet avis. Mais honnêtement, aurais-tu une idée de ce qui pourrait réellement se passer pour Rhea? Quelle rivalité, heel ou face, etc. Bonne journée à toi, bisous. Effectivement, je pense qu'ils n'ont rien de prévu pour Rhea Ripley et j'attends de voir ce qu'ils vont faire. La division féminine de Raw en ce moment, c'est tellement le vide que... c'est-à-dire, on a Nia Jax, et non, on a Dana Brooke et Mandy Rose qui se battent contre Lana et Naomi parce qu'elles veulent être aspirantes pour les titres par équipe de Shayna Baszler et Nia Jax. On a Asuka qui n'a pas d'aspirante numéro 1. On a Charlotte Flair qui est plus là. Oui, d'ailleurs, bonne nouvelle pour Andrade, il a été libéré de la WWE. Ils ont accepté sa démission. C'est cool pour lui parce qu'il voulait se barrer, donc c'est bien qu'il l'ait laissé se barrer. Est-ce que Charlotte Flair a eu un impact là-dedans? Je ne sais pas. Et je ne vais pas alimenter des rumeurs sur lesquelles je ne sais pas. Mais il y a des trucs à remarquer du côté Charlotte Flair. Elle a été retirée des posters, on la voit plus à Raw, elle est en train de tourner un film, ça peut être pour ça. Enfin voilà, le moulin à rumeurs, comme ils disent en anglais, tourne à plein régime. Donc non, je pense qu'ils n'ont rien de prévu et elle va commencer ce soir. J'ai hâte de la voir catcher. Voilà, on va commencer comme ça. Youssouf Sex me dit je trouve ça dommage que Biggie soit encore affilié au New Day, qu'en penses-tu? Non, c'est au contraire, c'est vachement bien qu'il puisse avoir un run solo sans renier totalement l'équipe, une équipe qui s'est jamais séparée. Non, c'est cool, c'est vraiment cool. Ça change. Plutôt que je préfère ça à Otis et Tucker, quoi, si tu veux. Icar 700... Bonjour chérie. Icar 713 me dit salut Nix, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Petit passage rapide pour te poser ma question du jour. Sais-tu pourquoi AEW organise beaucoup moins de PPV que la WWE? Pour garder un côté exceptionnel, un côté événement, je dirais. Est-ce juste une question de moyens ou plutôt une volonté de leur part? Donc je viens de te répondre. Merci pour ta question. Bon après-midi et à tout à l'heure en replay. Ravline me dit bonjour Lynx, j'espère que tu vas bien, smiley facétieux, petite question de débutante, je ne comprends pas la différence entre False Count Anywhere, No Holds Barred et No Disqualification, pourrais-tu expliquer la différence, smiley facétieux, sinon merci encore pour ton travail, c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos et tes directs. Il y a vraiment très très peu de différence. Dans le False Count Anywhere, tu peux faire le tomber à l'extérieur du ring, enfin la décision de l'arbitre peut avoir lieu à l'extérieur du ring, pas dans un No Holds Barred et pas dans un No Disqualification, sauf erreur de ma part. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre un No Holds Barred et un No Disqualification? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait une différence. Je me trompe peut-être. Mais quelqu'un va probablement me corriger sur le chat si c'est aussi simple que ça. Luiseo33 me dit salut Lynx, pour toi est-ce que Drew McIntyre a une chance de s'établir dans le futur comme une superstar au même titre que des John Cena, The Rock ou Hulk Hogan? Tu me cites 3 catcheurs qui ont des auras extrêmement différentes. Hulk Hogan a été pratiquement synonyme de la WWE, synonyme du catch en Amérique du Nord pendant des années. The Rock est l'acteur hollywoodien, l'acteur le plus payé d'Hollywood en ce moment. John Cena a régné sur la WWE pendant 15 ans. C'est une longévité de dingue. La carrière de Stone Cold Steve Austin a duré 5 ans, je crois, à la WWE, j'entends. Même pas 5 ans, je crois. John Cena a une longévité de dingue. Donc tu me cites 3 catcheurs qui ont eu des impacts très différents. À la fois dans le mainstream et à la fois... c'est-à-dire que The Rock est pratiquement libéré de son statut de catcheur aujourd'hui. The Rock, quand tu parles aux gens et que tu leur dis Dwayne Johnson, ils pensent acteur avant de penser catcheur, je pense. Hulk Hogan ne s'est jamais libéré de ça. Hulk Hogan a toujours été le catcheur Hulk Hogan. John Cena, je sais pas ce que le mainstream pense de John Cena. Donc est-ce que Drew McIntyre a une chance de s'établir dans le futur comme une superstar au même titre qu'eux?
Ils ont tous une chance, oui. C'est possible. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Mais il a une chance, oui. Childplay YouTube me dit salutations, vu comment ça se présente entre The Fiend et Randy Orton, un Firefly Funhouse match peut être une bonne idée, mais à l'heure actuelle il faudrait l'appeler un Alexa's Playground match. Bah, The Fiend a été brûlé pendant 3 mois, donc il a... voilà. Parce que d'une part on ne sait pas ce qu'est devenu Funhouse Bray Wyatt, et d'autre part Alexa, bah, ils ont 3 semaines pour le construire ça. Et d'autre part Alexa peut reprendre ce rôle grâce à son caractère mignon, je sens que la fin de ce match va être très choquant comme John Cena l'année dernière. Souss de toute façon... Moi, depuis que Randy Orton a brûlé The Fiend, pour moi, c'est évident qu'on se dirige vers un Firefly Funhouse match. Et je pense qu'il va être excellent, comme celui de l'année dernière. Forsong me dit « Salut Lynx, j'aimerais ton avis sur le Fiend. De base, l'idée était d'en faire le protecteur de Bray Wyatt, mais là, c'est une vengeance pure du Fiend et non de Bray. Bray a disparu en même temps que The Fiend a disparu, donc je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Enfin bref, tu penses que Bray va réapparaître et être en désaccord avec The Fiend? Non, je pense que Bray Wyatt va réapparaître. Peut-être différent, peut-être pas. Je préférerais qu'il soit pas différent. Que juste, voilà, The Fiend ait été dans un cocon pendant 3 mois et que là, il en est sorti et du coup, Bray Wyatt va pouvoir en sortir aussi. J'ai pas bien le rapport entre Bray Wyatt et The Fiend. Je sais pas si c'est censé être 2 entités différentes. Si, je sais pas comment... Je connais pas les voilà, je maîtrise pas le contexte précis du truc. Donc j'attends de voir. J'attends de voir comment ils vont nous raconter ça. Val me dit « Salut Lynx, j'espère que tu vas bien. Quand je t'ai dit de m'appeler Val, c'était selon ta préférence, donc fais comme bon te semble, smiley facétieux. Arrête de me parler. Je n'ai pas encore vu le PVV, donc je te regarderai sûrement en review. Sur ce, en replay du coup. Sur ce, passe une bonne journée et continue tes lives. Merci beaucoup à toi. Nomi GSFR me dit « Bonjour monsieur le soleil de mes journées. » C'est beaucoup trop. On ne voit pas les têtes, mais on voit souvent les mêmes pseudos dans le chat et ça fait du bien. C'est vrai que vous êtes à peu près 70 à être très réguliers sur le chat. Ça fait du bien de faire connaissance avec des passionnés de catch comme moi, avec qui je peux parler et débattre de ma passion que j'ai acquise grâce à toi, et ce sans jugement. Ça me change de ma famille. Merci. Noémie qui règle ses comptes sur le chat. Merci à toi, merci à tout le monde. Vous êtes des lumières dans mes ténèbres et je vous aime. C'est le message le plus triste que j'ai lu ce midi. Jam da jam, jam da jam, tout le monde. Clofito, ça ressemble à Clafouti, me dit « Bonjour Lynx, quand je vois les messages mis en avant, je comprends ta condescendance, entre guillemets, posez des questions intéressantes s'il vous plaît, parce que des fois je me dis vraiment que vous parlez pour parler. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent, ça va, ça va !» Swifty me dit « Du coup, plus de point catch mensuel, dommage. » Si, et ça tombe bien que tu me tendes la perche, on se fait un point catch mensuel en même temps que le recap du dernier show de chaque mois. Donc s'il y a un... Et quand je dis dernier show de chaque mois, on va passer sur le tableau. Quand je dis dernier show de chaque mois, je parle du dernier show de la dernière semaine de chaque mois. Ça a l'air compliqué, c'est relativement simple. Là, par exemple, le mois ne se termine pas sur un PPV. La dernière semaine, cette semaine, c'est... là, voilà, là, on attaque la dernière semaine du mois. Mais vu qu'on n'a pas de PPV le 28, qui compterait pour le mois de mars, on se fera le bilan de mars, samedi midi. Après le récap de SmackDown. Et ce que je pense qu'on va faire, c'est que, vu que je galère vraiment à faire le stage de 2020, je peux toujours pas travailler dessus parce que je suis sur la parenthèse en ce moment, vu que je peux toujours pas faire le stage de 2020 en ce moment, vu que je peux toujours pas avancer sur le stage de 2020 en ce moment, je pense que pour les prochains stages, on se fera... j'arrête de dire stage. Pour les prochains bilans annuels et bilans mensuels, excusez-moi, je vais juste virer les questions, voilà. On se fera ça au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment un bilan annuel, il y aura juste une mise à jour tous les mois du bilan annuel. Si ça a un sens. Voilà. Donc du coup, les bilans mensuels seront un bilan annuel en décembre. En plus. Et en ce qui concerne les replays sur Lynx Catch, sur la chaîne YouTube Lynx Catch, je vais uploader séparément les récaps de SmackDown et les bilans mensuels. Voilà. Les bilans mensuels seront publiés le lendemain du live voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions, je pense que j'ai répondu à ta question, et je vous remercie d'avoir été juste 259 jusqu'à la fin, et ça c'est vraiment, vraiment très très cool. On se donne rendez-vous demain midi, pour parler de Raw.
Les débuts de Rhea Ripley, ça va être très très cool. Les répercussions du retour de The Fiend. Plein de bonnes choses. On va y avoir plein de bonnes choses demain. Le début de la construction du match entre Bobby Lashley et Drew McIntyre, ça aussi ça va être génial. Merci beaucoup à Sasori Sama qui s'est abonné avec son Prime, c'est vraiment cool. D'ici à demain, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous souhaite une très bonne journée. Faut que j'arrête de dire je vous souhaite une très bonne journée parce qu'après j'ai plus rien à dire. Et c'est vraiment dommage. Alors, bon vent! Vite, la fin du live, par pitié!